Bonjour à tous, il a été journaliste au Monde, à la Croix, il est aujourd'hui consultant pour plusieurs médias, spécialiste des questions de défense et de stratégie, il est colonel de réserve et vient de sortir un livre intitulé « Extension du domaine de la guerre ». Bonjour Pierre Servant. Bonjour. Extension du domaine de la guerre, c'est particulièrement vrai sur le plan géographique. Ces derniers jours, on l'a vu avec les attentats à Istanbul, Jakarta, Ouagadougou. On a le sentiment qu'aujourd'hui, la mouvance islamiste peut frapper partout, n'importe quand et dans des endroits totalement inattendus. Oui, c'est vrai que c'est la caractéristique de Daesh, c'est d'être présent par des petites métastases ou des plus grandes métastases dans 5 continents sur 6. Il n'y a finalement que l'Antarctique où Daesh ne se trouve pas, les conditions climatiques ne sont pas bonnes. Alors évidemment, avec des structures plus ou moins fortes, à certains endroits, ce sont des structures anciennes, on pense à Boko Haram, ou des groupes de combat dans la province du Sinaï qui se sont ralliés à Daesh, qui bénéficient, je dirais, d'une sorte de mode daéchienne à cause de la création du califat, de ce qu'ils font sur le domaine du cyber, la cyberpropagande. Donc vous avez effectivement cette extension et cette volonté de Daesh de donner le sentiment d'ubiquité, d'être partout et de gommer ses échecs et ses reculs. Al-Baghdadi joue vraiment sur une sorte d'orgue de barbarie, bien sûr, et quand il est faible à un endroit, c'est-à-dire que s'il va reculer militairement parlant en Syrie ou en Irak, il va mener une action psychologique majeure. Je vous donne un détail, par exemple. Les Russes frappent très durement à Raqqa, sans trop regarder les populations civiles, ce qui fait que ces dernières semaines, une partie de la population de Raqqa a voulu fuir la ville. Daesh a bien vu le danger, parce que ça atteint vraiment le cœur du dispositif. C'est la capitale, Raqqa, de c'est la capitale religieuse, entre guillemets, de Daesh. Donc, ils ont bloqué les entrées et les sorties pour empêcher la population de fuir. Mais ils ont doublé ça d'une action psychologique de terreur, c'est-à-dire qu'il y a une maman qui était hors de Raqqa, qui est rentrée dans Raqqa pour récupérer son fils de 20 ans, parce qu'elle craignait pour lui, pour pouvoir le sortir de là. Eh bien, ce fils de 20 ans a dénoncé sa mère a été condamnée à mort, et c'est son fils de 20 ans qui l'a exécuté en place publique de Raqqa. Donc vous voyez, il y a tout le temps cette construction de la terreur, et quand ils sont affaiblis un point, vous l'avez dit, ils attaquent, ils demandent à leurs cellules de monter des attentats dans différentes villes. Mais c'est vrai que pour le grand public, c'est difficile à saisir ces nuances-là, parce que la petite musique, depuis quelques semaines, c'est vrai que sur le terrain, on nous dit que Daesh est affaibli, touché durement par les frappes aériennes. Le sentiment général, quand on voit l'actualité quasi quotidienne, c'est qu'au contraire, l'hydre islamiste terroriste se propage et n'a jamais été aussi puissante. Exactement, parce qu'effectivement, c'est le ressenti de Daesh en température. Vous savez qu'on dit ça, la différence entre le degré réel de température et puis le ressenti du froid, en ce moment où il fait un peu froid dans la capitale. Donc le ressenti de terreur de Daesh est très haut par rapport à la réalité militaire et l'organisation. Le problème de Daesh, comme d'Al-Qaïda, ils ont un problème de troupes. C'est pour ça qu'ils essayent de fracturer nos sociétés, parce qu'il manque de combattants pour arriver à faire le djihad mondial. Alors parlons du terrain et de ces frappes militaires. Les informations dont vous disposez montrent effectivement que ces frappes sont de plus en plus efficaces, et ce depuis l'automne. On a vraiment là eu un changement dans l'intensité de la réponse de la coalition internationale. Oui, les frappes sont plus intenses. Les Russes sont rentrés dans la danse avec l'ambiguïté des Russes qui ont leur propre agenda, qui est surtout de soutenir Damas et pas tellement de frapper sur l'État islamique. Ce qui a changé, c'est que comme ils ont eu un avion de ligne avec 200 civils tués dans le ciel égyptien, là les Russes ont mis le paquet et eux ils font pas de détails. S'il y a une position militaire qui est entourée de civils, ils frappent et donc il y a beaucoup de pertes collatérales. Mais ce qui est vrai, c'est que l'intensification à la fois de la coalition, de la France qui a envoyé le porte-avions Charles de Gaulle, une meilleure coordination, on l'a vu avec la réunion de Paris cette semaine, et puis les Russes qui tapent à tout va, ça fait que ça détruit quand même du potentiel au sol. Mais surtout, ce qui est intéressant dans les derniers mois, c'est l'apparition de ce que j'appelle le cercle vertueux militaire. Parce que frapper, c'est bien, il faut reconquérir. Sinjar, Ramadi en partie a été reconquise, enfin ces 2 villes ont été reconquises. Alors pourquoi ? Parce que vous avez la bonne combinaison qui est frappe aérienne des avions de la coalition qui empêche l'arrivée de renforts, de l'appui militaire très proche pour les troupes au sol locales, les Peshmerga, l'armée irakienne ou des combattants syriens, et souvent encadrés de nuit par des forces spéciales qui vont les aider à pénétrer dans des zones difficiles. Et les forces spéciales, les commandos notamment américains, ont une capacité à détruire vraiment les centres névralgiques de l'adversaire. Et donc quand vous avez cette combinaison-là,
on arrive à reprendre du terrain sur Daesh. Forces spéciales françaises également, il y en a sur le terrain? Alors, il y a des forces spéciales françaises présentes en Irak depuis longtemps, depuis l'engagement français en Irak, dans le cadre de la formation notamment des Peshmerga irakiens qui ont reçu du matériel militaire français et qui sont encadrés, formés par des forces spéciales françaises qui sont présentes là et qui accompagnent également la formation dans la lutte contre ce que les militaires appellent mines, pièges et explosifs. Daesh est passé maître à des combattants qui ont, passé des années contre les Américains à partir de 2003 à piéger les routes, les maisons, etc. C'est extrêmement meurtrier et la France apporte son savoir-faire dans ce domaine, notamment avec des forces spéciales. La question qui se pose en ce moment, dont on entend parler, c'est les Américains voudraient que les forces spéciales françaises, qui sont très appréciées, interviennent également en Syrie, dans le cadre d'opérations d'appui à des opérations au sol ou de recueil de renseignements, ce qui est très important. Et c'est une éventualité, la France y est plutôt favorable, en tout cas ouverte à la discussion? Je crois savoir qu'il y a discussion et que lors de la rencontre de Paris, qui était coprésidée par le ministre français des Affaires étrangères et Ashton Carter, son homologue américain, ces questions ont été mises sur la table. Après, vous savez que les pays qui ont des forces spéciales très, très pointues ne communiquent pas largement sur leur... ouvertement. Voilà, donc pour l'instant, je ne sais pas. Il faudra que vous invitiez le ministre de la Défense, que vous l'interrogiez. Je ne sais pas il vous répondra franchement. Alors, l'autre menace clairement identifiée ces derniers temps, c'est la Libye, évidemment, une grande source d'inquiétude. Alors là, est-ce qu'on a les moyens, question un petit peu bateau, mais est-ce qu'on a les moyens également d'ouvrir ce front-là contre Daesh tout près de nos côtes, parce que là on parle d'un pays qui est même pas 2 heures de bateau des côtes européennes. 400 km de Malte, qui fait partie de l'Union européenne, donc effectivement c'est vraiment une menace très sérieuse, surtout qu'une des leçons du livre que je viens de publier, Extension du domaine de la guerre, c'est que quand vous laissez une métastase djihado-terroriste à un endroit, et que vous ne voulez pas la traiter pour des tas de raisons, parce que ça arrange les pays du pourtour, où on se dit c'est pas très gros, vous revenez 6 mois après, vous avez un cancer généralisé. Et c'est un peu ce qui se passe en Libye, où donc ils étaient sur la bande de Sirte, maintenant ils s'étendent, ils ont créé un centre d'entraînement au centre de la Libye, dans la ville de HUN, comme les Huns. Alors là-dessus, j'ai des informations contradictoires entre ceux qui me disent que c'est un centre d'entraînement assez important pour que des combattants de Boko Haram aillent s'y former, voire des combattants d'Al-Morabitoun, donc c'est Mokhtar Belmokhtar, l'auteur des attentats de Bamako et de Ouagadougou, et d'autres me disent non, c'est 3 baraques, etc. Mais toujours est-il que vous avez cette capacité à la prolifération extrêmement rapide. Donc, pour revenir à votre question, est-ce que la France a les moyens d'intervenir? C'est une vraie question. Depuis 40 ans, la France baisse son budget, baisse ses effectifs dans une indifférence généralisée. La France vivant, je dirais, une situation schizophrène, c'est-à-dire étant assez présente sur le plan militaire, et dans la société française, dans les médias, je l'observe depuis 40 ans, une espèce d'évacuation de ces questions du paysage, sauf quand tout d'un coup on a des morts en Afghanistan, donc on s'y intéresse. Donc effectivement, les effectifs manquent. Néanmoins, je pense que la France pourrait participer, soit par des actions d'opérations spéciales, soit apparemment on parle aujourd'hui, si le gouvernement d'union nationale fonctionne, il pourrait y avoir une force militaire internationale sous leadership italien, pour essayer de stabiliser la zone. La France en fera partie, elle en a encore les moyens, mais elle va être obligée de complètement dégonfler sa présence Sangaris en Centrafrique, passer la main aux Européens. On est présent aussi dans la Finule au sud Liban. Donc il y a réellement un problème d'effectifs aujourd'hui et de budget du côté des militaires français. C'est vrai que là, particulièrement sur le dossier libyen, on attend vraiment une réponse européenne pour le coup. La France est quand même encore bien seule sur ces sujets. Vous ne sentez pas la situation évoluer de ce point de vue ? Alors ça bouge, mais lentement. Et vous savez, en France, on passe beaucoup de temps à se dénigrer, à se critiquer. Moi, je veux dire qu'il y a en France des hommes politiques, je pense au ministre français de la Défense, Le Drian, qui a passé son temps depuis son arrivée à alerter sur les risques de ce qui se passait au Mali avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ça fait pratiquement 1 an qu'il dit à la communauté internationale, attendez, la Libye, c'est vraiment une menace majeure. Mais, notamment du côté européen, il y a 2 problèmes essentiels. 1, les pays européens sont en crise. Et 2, ils renouent avec un sujet qui est la guerre, qu'ils avaient sorti de leur paysage. Encore plus que nous, Français, ils avaient considéré que la guerre, c'était immoral, c'est moche, ce qui est vrai, mais que donc c'était réglé, qu'on pouvait toucher les dividendes de la paix et vivre grâce, je dirais, à l'esprit extraordinaire qu'il y a au sein de l'Union européenne. Moi, je suis un farouche défenseur de l'Union européenne, et le problème, c'est que vous avez une vengeance de l'histoire qui revient, une espèce de retour de violence, une sorte de désir de guerre
qui est dans les esprits, et il faut que les Européens arrivent à renouer avec cela, c'est-à-dire une posture très compliqué, y compris par rapport aux opinions publiques. Donc ça avance, mais lentement. De l'autre côté, les djihado-terroristes, eux, ils sont très plastiques, très mobiles, ils s'adaptent très vite. Donc il faut arriver à être dans le tempo de ces groupes de combat, alors que nous sommes au tempo d'État, d'union d'État, avec beaucoup de pesanteur. Ouais, là, on est au cœur de votre livre, hein, parce que l'extension du domaine de la guerre, c'est aussi une extension sur le plan psychologique, c'est-à-dire un changement de logiciel, et il faut changer nos habitudes, nos comportements. Oui. Ça vous amène, ça sera ma dernière question, ça vous amène à dire qu'un certain nombre de gens, notamment depuis les attentats en France en novembre, et les attentats de Charlie évidemment, répondent à la peur par l'engagement. Et notamment, vous êtes un vrai partisan d'une éventuelle garde nationale qui pourrait être créée. À votre avis, ça répond vraiment à une attente des Français aujourd'hui ? Alors, sur la question d'engagement que vous évoquez, oui, je pense que justement, moi, je ne crois pas du tout au déclin de la France, au suicide de la France, etc. Je pense que la France est un pays qui compte, qui est important. Le problème des Français, notre problème, nous Français, c'est notre insouciance. Bon. J'ai écrit un autre livre sur nos défaites militaires. À chaque fois, il faut qu'on soit battu, écrasé, traumatisé par une défaite, pour que tout d'un coup la France retrouve son énergie et que les Français se réengagent. Donc oui, il y a une volonté d'engagement, on le voit de multiples façons, mais pas seulement militaire, engagement dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale. Il y a une envie de participer et d'arrêter de se regarder le nombril et d'agir. Et sur la garde nationale, que j'appelle de mes voeux depuis des années, en vain, et même si j'avais quelques relais dans le monde militaire, donc maintenant on y est, mais le problème c'est que tout ça, si vous voulez, une fois que vous prenez la décision de le faire, vous n'arrivez à le mettre en œuvre que plusieurs années après. On a perdu tout ce temps. Et l'idée de garde nationale, de réserve opérationnelle plus nombreuse, plus active sur le territoire national, c'est pas du tout une militarisation des esprits, c'est une augmentation du degré de citoyenneté et d'implication. Vous savez, et je terminerai par là, Winston Churchill disait « Un réserviste, c'est un homme qui est 2 fois citoyen ». Il est citoyen par rapport à la société civile, il est citoyen par rapport à la société militaire. Donc moi, mon message, c'est de dire il faut que les citoyens, d'une façon ou d'une autre, ils ne sont pas obligés d'aller dans la garde nationale, mais je veux dire, se ressaisissent de ces questions, redécouvrent la beauté de l'engagement au sein de la démocratie. Pourquoi ? Parce que nous sommes menacés, parce que nous sommes en guerre. Merci beaucoup, Pierre Merci Servan. à vous. À bientôt. À bientôt.